Si on dit la nature est telle, on parle du perdu. La nature est telle, on parle du perdu. Oui. La nature est telle, on parle du perdu. Comment peut-on dire que la nature est telle, on parle du perdu? Et d'abord, c'est quoi un paradis perdu? Si on dit la nature est un paradis perdu, on perd le paradis. Maintenant, si on perd le paradis, qu'est-ce qui reste? C'est l'enfer, automatiquement. C'est l'enfer. Donc, si on dit la nature est un paradis perdu, cela veut dire quoi? Que la nature est un enfer. Maintenant, si la nature est un enfer, si la nature est un enfer, qu'est-ce qu'il faut montrer? Ok, dans cette thèse, on doit se référer à quelle idée? On doit se référer à Duchamp. On doit se référer à Duchamp. À Thomas Hobbes. Pourquoi? Pourquoi on doit se référer à Hobbes? Parce que dès qu'on dit quoi, la nature est un paradis perdu, cela veut dire que la nature est un enfer. Alors que Thomas Hobbes, dans sa tête, dans son idée, Thomas Hobbes avait dit quoi? L'homme de la nature était mauvais, l'homme de la nature était méchant, il y avait la guerre de tous contre tous, il y avait la loi du plus fort sur les plus faibles, il y avait également, c'est-à-dire le désordre, il y avait le désordre total. Donc si l'homme de la nature était méchant, était mauvais, pour Hobbes, cela veut dire que donc, la nature était un enfer pour l'homme. Donc, dans cette conception, il s'agit de montrer que l'homme de nature était mauvais. Lorsque l'homme était dans l'état de nature, il y avait la guerre de tous contre tous, il y avait la loi du plus fort sur les plus faibles, il y avait également ce qu'on appelle le désordre total, et que l'homme de nature également n'était pas civilisé parce qu'il n'avait pas de civilisation. L'homme de nature était un barbare parce qu'il était non éduqué. C'est pour cela qu'il n'avait pas reçu de civilisation et d'éducation. Donc, dans ce cas, la nature était une affaire pour l'homme. Maintenant, si on dit la nature, dans un sujet de dissertation, surtout un sujet qui vous pose directement une interrogation, la première chose à faire, si je vous ai venu avec une interrogation, il faut toujours quand même affirmer le sujet, c'est-à-dire il faut toujours être d'accord avec le sujet. Et quand on est d'accord avec le sujet, on doit l'affirmer de telle sorte qu'il n'y aura plus d'interrogation. Et quand on affirme le sujet, on n'aura pas la nature et on parle de personne. Maintenant, on vous dit quoi? Dans un sujet, ne partez jamais du cahier vers le sujet, mais il faut toujours partir du sujet vers le cahier. Parce que si vous partez du cahier vers le sujet, pour faire hors sujet, ça sera facile. Maintenant, pour ne pas faire hors sujet, il ne faut jamais partir du cahier vers le sujet, mais il faut toujours partir du sujet vers le cahier. Et si vous partez du sujet vers le cahier, vous dites quoi? La nature, on parle du verbe, c'est-à-dire l'affirmation du sujet. Maintenant, quelle est la partie du cahier qui parle quand même d'une nature perdue, ou bien qui parle également de l'enfer pour l'homme dans la nature? Il s'agit quand même de la conception du Coran, qui nous montre que l'homme de la nature était méchant, était bon. Maintenant, pour dépasser la thèse, pour dépasser la phase de validation, on doit emprunter quoi? C'est-à-dire, il y a une possibilité. C'est-à-dire, dès que vous avez la thèse, pour connaître l'entité, ça sera facile. Parce que la thèse, ce n'est pas toujours le contraire, mais c'est le dépassement de la thèse. Et pour dépasser la thèse, d'un sujet dialectique ou d'un sujet interrogatif, il nous est permis quand même, dans le travail du million, d'emprunter une négation. Parce que cette négation va vous permettre de bien dépasser ou bien de dire autre chose dans la deuxième partie que de répéter ce que vous avez dit dans la première partie. Maintenant, si on emprunte une négation dans ce sujet, pour la phase de dévaluation, on aura quoi? On aura la nature n'est pas un paradis. Maintenant, si on dit la nature n'est pas un paradis perdu, cela veut dire que la nature reste toujours un paradis. Et si la nature reste toujours un paradis, comment la nature peut être un paradis? Automatiquement, je vais me référer quand même à la conception de Jean de Rousseau qui disait quoi? L'homme de nature était gentil, l'homme de nature était bon, il y avait la paix totale, l'homme n'avait pas besoin de ses semblables, l'homme quand même était, c'est-à-dire l'homme était civilisé, il n'y avait pas quand même, c'est-à-dire de la méchanceté parce qu'il n'y avait pas de loi, parce qu'il n'y avait pas de propriété privée. Donc dans ce cas, l'homme vivait aisément, l'homme vivait tranquillement, donc la nature était pour paradis pour l'homme. Donc
Donc, vous montrez dans la conception que l'homme de nature n'était pas mauvais, l'homme de nature n'était pas méchant, mais il était gentil, il était bon parce qu'il y avait la paix, il n'y avait pas la puissance, il n'y avait pas la puissance. Parce que s'il n'y a pas de probabilité, il y aura pas de puissance, il y aura pas de puissance. Donc, dans la deuxième partie, vous montrez que la nature est un paradis. Oui. Au niveau de la thèse, on ne peut pas amener Lucien Marchand. Lucien Marchand, parce que nous démontre l'utilité de la guérison, que la nature n'a jamais existé. Parce qu'ici, il s'agit de concevoir l'idée selon laquelle la nature existe, l'homme de nature existe. Mais si on prend Lucien Marchand, cela veut dire que c'est comme si on était en train de montrer que l'homme n'a jamais existé dans le cas de la vie. Parce que pour Lucien Marchand, lorsqu'il donne l'exemple des enfants sauvages, Victor de la Véronne, lorsqu'il était dans l'état de nature, il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas marcher. C'est lorsqu'il a été adhéré dans l'état social qu'il commença à parler, qu'il commença à marcher. Dès qu'il voit quand même les personnes parler, il parlait. Dès qu'il voit les personnes marcher, il marchait. Raison pour laquelle, dans ce sujet, si vous concevez l'idée d'une société ou l'idée d'une culture sociale, vous passez complètement à côté. Parce que ce que le sujet dit est clair. La nature est un paradis perdu, cela signifie que la nature est un enfer. La nature n'est pas un paradis perdu, cela veut dire que la nature est un paradis. Donc il y aura toujours l'idée d'une nature. Et s'il y a toujours l'idée d'une nature, on ne peut pas parler de la justice, on ne peut pas parler de la justice. Autre question. On passe par la liberté et l'état. Vous n'avez pas de question? On ne peut pas s'appeler à cette diversité, Faites attention à cette diversité culturelle, parce que c'est une notion d'actualité. Si je dis c'est une notion d'actualité, parce que vous avez dit maintenant qu'il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de villes entraînées par les cultures, entraînées par la diversité religieuse, la diversité culturelle. Vous voyez cette votre professeur a souligné ici la crise israélo-arabe, cela veut dire ce qu'on appelle la notion de crise interculturelle ou interreligieuse. Donc, la diversité culturelle, c'est une partie qui fait l'actualité. Et comme ça fait l'actualité, il faut le parler au fond. Les fruits d'actualité, vous le dites, il a bien dit, vraiment. Beaucoup de choses viennent, beaucoup de choses politiques vous demandent. Bon, mieux, l'ouïe de carrière. Moi, comment il doit faire preuve de l'écoute. Donc, suivez bien. C'est très intéressant. Donc, si on dit la diversité culturelle est un obstacle pour l'humanité, la diversité culturelle est un obstacle pour l'humanité. Qu'est-ce que d'abord la diversité culturelle? Qu'est-ce que la diversité culturelle? Qu'est-ce que la diversité culturelle? Si on parle de diversité culturelle, oui. Qu'est-ce que la diversité culturelle? C'est la pluralité des cultures. Autrement dit, il y a plusieurs cultures dans ce monde, ou bien il y a plusieurs cultures dans ce pays, ou bien il y a plusieurs cultures dans cette société. Et s'il y a plusieurs cultures dans cette société, les hommes également vont vivre dans cette société. Mais comment les hommes doivent vivre dans la société? On dit quoi? La diversité culturelle est un obstacle pour l'humanité. C'est-à-dire qu'on affirme le sujet tel qu'il est pour donner, tel qu'il est posé. Et si on affirme, on dira quoi? La diversité culturelle est un obstacle pour l'humanité. Cela veut dire quoi? Que la diversité culturelle va amener, c'est-à-dire, va amener des crises, va amener des conflits. Et ces conflits, quand même, vont sombrer l'humanité, quand même, dans des points chaotiques. C'est-à-dire, ces diversités culturelles, ou la diversité culturelle, va permettre également, va faire reculer la paix, va faire reculer quand même le dialogue des cultures. Donc la diversité culturelle, ça empêche le dialogue des cultures de se réaliser. La diversité culturelle, ça permet quand même à l'humanité, c'est-à-dire de ne pas vivre en société, de ne pas vivre dans la paix, de ne pas vivre comme dans des harmonies, mais c'est-à-dire cela va permettre quand même à la société de sombrer dans le chaos, de sombrer dans les politiques, de sombrer dans les débats contradictoires. Parce que là où il y a la notion de race, là où il y a la notion de culture, et là où il y a la notion de religion, cela c'est quelque chose qui est sensible. Parce que quand on pousse une religion, on est
en train de blesser l'autre. Parce qu'il faut accepter ta religion et laisser les autres avec leur religion. Il faut accepter ta culture et laisser avec les autres leur culture. Parce que toutes les cultures se parlent et que toutes les religions également se parlent. Pourquoi toutes les religions se parlent? Pourquoi toutes les cultures se parlent? Parce que Dieu, il ne connaît pas qui est Dora, qui est Sérère, qui est Toulouse, qui est Paul, ainsi de suite, ainsi de suite. Dieu, ce qu'il connaît, c'est-à-dire qui est un être humain. Ce qu'il a donné dans le monde, le plus cher au monde, c'est l'être humain. Donc l'être humain ne se justifie pas par sa race, l'être humain ne se justifie pas par son début, mais l'être humain se justifie par sa capacité à lire le donné naturel. Il se définit également par sa capacité à vivre avec les autres, en faire quand même vivre la vie en communauté. Il ne peut pas être un lien social, c'est ce que même Emmanuel Kant a dit. Les social, des gens qui ont fait marquer par la réalité. Parce que dans la société, nous devons quand même vivre dans la société. Et si quelqu'un est insociable, il est en train quand même de détruire, il est en train quand même de barrer, de détruire quand même la vie en société, la vie en communauté. Donc si on dit la diversité culturelle est un obstacle pour l'humanité, il s'agit de montrer que s'il y a une diversité culturelle, cela va permettre quand même d'avoir des crises ou bien d'avoir des conflits. Et cela peut amener des guerres civiles. Et si cela peut amener des guerres civiles, c'est parce qu'il y a des problèmes que vous avez l'habitude de dire, problème de waaso. Waaso, mooy gërënte ci ay xeet, wala gërënte ci ay religion, wala gërënte ci ay couleur, et ainsi de suite, ainsi de suite. Chacun doit accepter l'autre malgré sa différence. Si l'on perçoit l'humanité comme une seule bloc, il ne faut pas chercher l'autre s'il est noir, s'il est jaune, s'il est rouge, ou bien s'il est blanc. Si l'on perçoit l'humanité comme une seule bloc, c'est ce qu'on appelle le dialogue des cultures. Donc, en sujet, vous devez montrer que la diversité culturelle est un obstacle pour l'humanité. Cela va empêcher aux hommes de vivre en société. Cela peut entraîner des guerres civiles, cela peut entraîner des conflits entre les hommes. Alors que si on dit la diversité culturelle n'est pas un obstacle pour l'humanité, cela veut dire que même s'il y a une diversité culturelle, les hommes arrivent à vivre en harmonie, les hommes arrivent à vivre en société, les hommes arrivent à partager, parce que si nous prenons le cas du Sénégal, parfois vous voyez pendant les événements religieux, s'il y a la tabaski, s'il y a les fêtes de Pâques, les fêtes de Noël, il y a ce qu'on appelle le partage entre les musulmans et les chrétiens. Alors qu'ici au Sénégal, c'est-à-dire les musulmans représentent la majorité. Et pourtant, nous parvenons quand même à vivre en société, nous parvenons à vivre en harmonie, nous parvenons quand même à accepter la différence de tout. Maintenant, s'il est donné à quelqu'un de dire quoi, je ne serai jamais utilisé par un Dora, ou bien je ne serai jamais utilisé par un Sérère, ou bien par un Toulouse, ou bien par un Paul, il est en train quand même de dissocier quand même la vie sociale. Et cette dissociation peut entraîner ce qu'on appelle des guerres, peut entraîner des frustrations. Maintenant, pour ne pas entraîner des frustrations, il faut accepter l'autre tel qu'il est. S'il est une personne, s'il est un être humain, il faut l'accepter sans chercher à savoir s'il est Dora, ou bien s'il est Paul, s'il est Sérère. L'essentiel, c'est qu'il doit être un être humain. Il est un être humain. Le reste, on s'en fout pas. Ce qui importe, c'est d'être des êtres humains. Et c'est de vivre en communauté. C'est de faire vivre ce qu'on appelle la laïcité. Et la laïcité, c'est l'acceptation de tout, sans chercher son appartenance politique, ou son appartenance religieuse, ou son appartenance culturelle. Donc, vous montrez dans la deuxième partie qu'il ne doit pas y avoir ce qu'on appelle cette diversité culturelle, mais il faut ce qu'on appelle le dialogue des cultures. Partage entre les Sérères et les Toulouses, partage entre le Diola et le Sérère, partage entre le Paul et le Toulouses, mais partage entre les Juifs, entre les non-croyants, entre également les musulmans. Parce que cette liaison, elle n'est pas une liaison de race, elle n'est pas une liaison quand même de culture ou de religion, mais c'est une liaison d'être humain. Et d'être humain comme nous lie de telle sorte qu'on ne doit pas chercher à savoir la différence de